parler un petit peu d'infertilité inexpliquée, comment ça peut se passer, comment nous on vit ça, parce que c'est assez compliqué, c'est compliqué pour les couples qui vivent ça, et cette partie-là est extrêmement compliquée pour nous aussi médecins, parce que ça met le monde médical devant ses lacunes et devant tout ce qu'il n'est pas capable de détecter exactement. Donc les couples viennent avec un problème, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, et en dépit de tous les examens qu'on va pouvoir demander, que ce soit le bilan hormonal chez la femme, la fonction ovarienne, la fonction utérine, la capacité des spermatozoïdes à être correcte, et bien malheureusement, en dépit de l'ensemble des tests qu'on a à notre disposition pour un bilan de fertilité basique, on va dire, on ne retrouve rien. Alors ça commence, c'est à toutes les questions viennent très vite. La première question qui vient souvent pour les couples, c'est mais est-ce qu'on n'est pas compatible? Est-ce qu'on n'est pas compatible? Alors cette question-là, on n'en sait pas grand-chose. Il n'y a sûrement pas d'histoire de compatibilité entre un homme et une femme. Mais on a le droit de se poser la question, et c'est tout à fait légitime que les gens se la posent, dès lors qu'on n'est pas capable de leur poser un diagnostic, quand on leur dit le sperme est bien, les ovaires sont bien, l'utérus est bien, et la médecine ne comprend pas pourquoi, eh bien c'est très compliqué. Et ça vient aussi une annonce qui est très particulière, parce que le couple voit aussi pas forcément comment est-ce qu'on va pouvoir l'aider. Est-ce que les techniques sont efficace quand on n'a pas de cause à proprement parler identifiée? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cause. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, la médecine a trop de carences pour pouvoir identifier une cause très claire pour ces couples-là. Il y a forcément une cause. Et nous, on va traiter avec nos techniques, que ce soit la stimulation, la stimulation avec insémination, la fécondation in vitro. On sait qu'on est efficace avec nos techniques quand il y a une cause, justement. Et quand il y a un problème spermatique, la FIV est très efficace. Quand il y a des problèmes de trompe, la FIV est très efficace. Mais dans les infertilités dites idiopathiques, sans cause à proprement parler, aujourd'hui, on ne sait même pas, nous, forcément ce qu'on traite. Donc on va essayer d'exposer des couples à la grossesse avec diverses techniques pour essayer de pallier un problème inconnu. Donc la médecine aussi là-dedans et la biologie sont relativement démunis parce qu'ils vont proposer des techniques qui ne seront pas, à l'ère où on est censé individualiser tous les traitements, on n'est pas capable d'individualiser les traitements quand on n'a pas de cause identifiée. Alors la prise en charge de ces couples-là, elle est, d'un point de vue assistance à la procréation, très mal codifiée. On ne sait pas s'il vaut mieux passer par des traitements un peu plus light, type stimulation avec insémination, avec ou sans insémination d'ailleurs, pour commencer, ou est-ce qu'il faut aller en fécondation in vitro d'emblée? Il n'y a pas de guidelines à proprement parler. Chaque centre fait un peu comme il le sent. Tout peut se justifier. On peut se dire que comme on n'a pas de cause, on va y aller de manière graduelle, en sachant que quand on va commencer des traitements avec des stimulations avec ou sans insémination, on sera d'une manière générale, dans la globalité, avec des techniques moins efficaces que la fécondation in vitro. Donc il faut accepter de se mettre avec des techniques moins efficaces, qui peuvent marcher, mais qui sont a priori moins efficaces, avec une lourdeur moindre, mais qui vont permettre au couple de se dire qu'il y a toujours une issue encore derrière, qui est la fécondation in vitro. Mais ça veut dire que si ça ne marche pas, les couples, il va falloir gérer ces échecs-là. Donc combien de stimulation, combien d'insémination, 3, 6, et la gestion de ces échecs est extrêmement compliquée avant de se dire, même s'ils se disent, ils se projettent vers une alternative encore derrière, qui est la FIV, en se disant le dernier recours c'est la FIV, eh bien ils arrivent épuisés souvent pour la FIV. Et c'est ce qui fait dire que, en tout cas moi ce qui me fait penser à titre personnel, qu'il vaut mieux aller dans ces infertilités sans cause, à la fécondation in vitro d'emblée, parce que déjà on pourra avoir des informations sur la capacité des spermatozoïdes à féconder l'ovocyte. Si on met des ovocytes et des spermatos dans un milieu de culture et qu'ils ne fécondent pas, c'est qu'il y a un problème d'interaction entre les spermatos et l'ovocyte, chose qu'on n'est pas capable de voir avec nos tests actuels. Donc la FIV est un moyen de tester déjà, d'avancer éventuellement un petit peu dans le diagnostic. Même si c'est quelque chose d'une éventualité rare, c'est un diagnostic qu'on peut être amené à faire de temps en temps et qui ne peut se faire, en tout cas directement, que par la fécondation in vitro.
La deuxième chose, c'est que la FIV est plus efficace. Donc certes plus lourde, mais un peu plus efficace. Donc on peut quand même, chez des couples, et donc il va falloir le pondérer sans doute avec l'âge de la femme, qui est un facteur extrêmement limitant pour nous, il faudra sans doute aller d'autant plus volontiers à la fécondation in vitro que la femme commence à avancer en âge. Alors qu'est-ce que l'âge avancé de la femme? Est-ce que c'est plus de 35? Est-ce que c'est plus de 37? Est-ce que c'est 38? Est-ce que c'est 40? Je pense que à partir de 35, il faut se poser la question, et à 38, je crois qu'il faut plus la poser, et il faut aller en FIV directement. Donc voilà un peu la manière de pouvoir manager ces couples, avec toujours la difficulté qu'on a, et ce sur quoi j'insiste, parce que c'est extrêmement compliqué pour nous, extrêmement frustrant pour le corps médical de ne pouvoir avoir un diagnostic et de ne pas avoir quelque chose à traiter à proprement parler, parce qu'en fait, on est très rapidement dans les impasses. Parce que quand la FIV ne marche pas, quand nos traitements ne marchent pas, eh ben, on ne sait même pas ce qu'il faut changer. Parce que quand il y a une insuffisance ovarienne, ok, on envoie vers de l'ovocyte, pareil quand il n'y a pas de spermato, dans de sperme. Mais là, dans l'idiopathique, on ne sait pas forcément ce qui ne va pas. Alors il y a de plus en plus de tests qui se développent, il y aura des sessions là-dessus, sur les aspects de l'utérus. C'est la capacité d'un embryon à pouvoir s'implanter. Aujourd'hui, ces tests-là valent ce qu'ils valent, ils sont critiquables sans doute, mais ils apportent aussi des arguments pour essayer d'avancer dans le raisonnement diagnostique et d'essayer d'apporter, et apporteront sûrement dans le futur aussi, des thérapeutiques spécifiques, parce qu'il y a forcément, à n'en pas douter, des problèmes liés à l'implantation des embryons. Dans ces infertilités aujourd'hui classées idiopathiques, bien sûr qu'il y a une cause, et forcément, une partie des causes réside dans la capacité des embryons à s'implanter. Donc vous voyez qu'avec les progrès qu'il pourra y avoir, on aura sans doute de moins en moins d'infertilité idiopathique, mais qu'on sera toujours dans une difficulté parce qu'aujourd'hui, dès lors qu'on n'a pas quelque chose à traiter à proprement parler dans ces situations-là, on va toujours un peu tergiverser sur les traitements et sur la stratégie de traitement, et donc ce sera vraiment à discuter avec le couple, et c'est pour ça que la relation de confiance est très importante avec l'équipe médicale, pour se sentir accompagné et que les choses soient dites, et laisser aussi une place dans la décision et dans la stratégie thérapeutique au couple, puisqu'on ne sait pas s'il faut faire des inséminations ou de la FIV, eh bien ça se discute avec les avantages et les inconvénients des deux techniques. Donc maintenant, après on peut discuter de tout ce que vous voulez là-dessus. Merci. Merci à toi, c'est l'avantage d'être clair, merci. Je vous rappelle qu'il y a pas très très longtemps, avant, quand un couple n'arrivait pas à faire d'enfant, la femme était directement répudiée. Donc jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que nous les bons hommes, de temps en temps, nos spermatozoïdes, c'est pas parce qu'il y a un truc qui sortait que c'était efficace. Donc voilà, heureusement qu'il y a encore des progrès et que l'inexpliqué, il va en rester, sinon on ferme tous les trucs de recherche. Merci à toi, Michael, c'était l'avantage d'être clair. Là, pareil, on va regrouper les questions à la fin en essayant de faire tout ça en même temps. On change de registre après le côté, j'allais dire, purement technique, on va passer à l'âme. Donc j'aime bien appeler les gens les psychiatres, c'est pas que des docteurs des fous. Il y a aussi de temps en temps, on est bien content de les avoir. Je te passe la parole sur les conséquences psy qui ne sont pas que psychologiques, qui peuvent être aussi psychiatriques sur les couples infertiles. Merci à toi. Donc, je vous parle, là, c'est Laurence François, donc, qui est psychiatre et qui va développer quelques lignes sur le sujet. Bonjour. C'est un secret pour personne que la découverte d'une infertilité est une blessure profonde pour l'homme et ou la femme concernée, mais aussi une blessure dévalorisante pour le couple qui le forme. De nombreux sentiments sont mêlés. L'effet de surprise, la tristesse, la colère, la révolte, l'incompréhension, le sentiment d'injustice, pourquoi moi, l'exclusion, la honte, ou parfois, à l'inverse, une sidération. Le sujet se ressent comme manquant, différent des autres, homme ou femme incomplet, comme mutilé, privé de sa liberté de procréer. C'est parfois la première fois de sa vie que l'on se sent vraiment impuissant dans une perte de contrôle de son destin. À cela s'ajoute la peur de décevoir, de perdre l'amour de son conjoint. Nombre de femmes ou d'hommes ont suggéré à leur partenaire de trouver un autre ou une autre capable de concevoir naturellement. La peur de décevoir ses proches aussi, ses propres parents qui attendent avec plus ou moins d'impatience l'annonce d'une grossesse.
le sentiment de ne plus être un maillon dans la chaîne de l'espèce, de faillir à sa contribution dans l'évolution de l'humanité. La découverte d'une infertilité demande d'accepter de renoncer à son idéal de famille et de s'ouvrir à d'autres modes de construction que j'appelle collaboratives. Parce que non seulement il va falloir dissocier sexualité et procréation, alors qu'habituellement, faire un enfant est une manière d'incarner son désir sexuel, mais il va falloir accepter des tiers dans sa chambre à coucher, toute une équipe médicale. Cette intrusion dans l'intimité peut être un frein à la réalisation du désir d'enfant, de par la place que l'on va attribuer malgré soi aux soignants, la confiance qu'on leur accorde ou non, la capacité à lâcher prise. En cela, c'est un véritable entraînement parce que devenir parent, c'est vraiment renoncer à cette toute puissance. Assez rapidement, le processus tourne à l'obsession. Tous les aspects de la vie quotidienne s'organisent autour des traitements médicaux, évidemment les dates et les heures d'injection, les prises de sang, les échographies, les absences au travail, donc on ne peut plus compter sur toi en ce moment, on a tout entendu, les vacances, les sorties, les invitations, la vie intime, puisqu'on a des périodes d'abstinence ou au contraire de rapports programmés. À ces contraintes, il faut ajouter la pénibilité physique pour la femme, les douleurs, l'inconfort, la fatigue, les difficultés de concentration, les migraines, la prise de poids, les saignements, etc. Et le sentiment d'avoir un corps piloté artificiellement par des médicaments, de devenir un objet médical. Pour certains d'ailleurs, ça contribue à la peur de transgresser un ordre naturel ou un interdit religieux et de devoir en subir les conséquences, ou pire que cela retombe sur l'enfant. Il faut aussi se préparer au phénomène de l'ascenseur émotionnel. À chaque stimulation, est-ce que je serai bonne répondeuse? Combien j'aurai d'ovocytes? Mon odomètre va-t-il bien pousser? Parfois, les paramètres ne sont pas réunis et c'est un coup d'épée dans l'eau après des semaines de préparation. Chaque transfert d'embryon amène avec légitimité une phase d'espoir intense. Quelle femme ne s'est pas alors sentie enceinte et en a eu parfois tous les symptômes, souvent liés au traitement eux-mêmes? Cet espoir est trop souvent mis en miettes par un test négatif 2 semaines plus tard, amenant une phase de déprime parfois profonde, le sentiment d'avoir perdu un enfant, ce qui est bien réel, puisqu'une femme est enceinte psychiquement bien avant de le devenir physiquement. Les femmes se sentent bien trop souvent responsables des échecs. Tout cela est éprouvant, et le risque est de s'isoler de tous parce qu'on a du mal à avoir un autre type de conversation, et parce qu'on a moins le cœur ou l'énergie à s'amuser et se distraire. Et pourtant, traverser l'épreuve de l'infertilité peut être aussi une occasion de partage. Partage à l'intérieur du couple déjà, essayer de garder un dialogue permanent, sincère, parce qu'en tant qu'hommes et femmes, les vécus sont très différents. Les femmes vivent tout cela dans leur chair et souvent expriment plus volontiers leurs émotions, les hommes restant plus réservés. Aux hommes qui se sentent parfois inutiles et qui ont du mal à trouver leur place, je dirais qu'elle est à prendre. Dans le parcours d'AMP, comme pendant la grossesse, l'homme porte sa femme qui porte l'enfant, un peu comme des poupées gigolées. À sa compagne aussi de lui permettre cette place. Trouver aussi des interlocuteurs extérieurs. Famille, amis, professionnels, membres d'associations, groupes de parole, on en a 2 chez Maya, qui sont d'un grand recours, pour rompre la solitude, obtenir du soutien, échanger, parce que nous sommes nombreux à traverser cette expérience ou à avoir des proches qui la vivent. Et puis aussi continuer à fréquenter des personnes qui n'y entendent rien, pour rester léger à d'autres moments. Prendre du bon temps à 2, bichonner le couple amoureux, petite sortie, tendre dîner, éviter que le couple ne soit qu'un lieu de tristesse ou d'attente. C'est aussi l'occasion de prendre soin de soi physiquement, on l'a vu tout à l'heure avec Sylvia Alvarez, par une meilleure hygiène de vie, en se traitant avec douceur, en s'accordant du bien-être, en trouvant appui, et ce qui permet aussi d'améliorer les résultats des traitements, auprès des acteurs de médecine complémentaire, dont certaines sont représentées ici, et vont vous exposer tout à l'heure comment elles nous aident. Et je dis toujours, rendre grâce à ce corps de ce qu'il endure pour ce projet. C'est le moment de faire de bonnes choses pour soi, de développer des activités créatrices, de renouer avec des pôles d'intérêt que l'on avait mis de côté.
créer pour mieux procréer, lutter contre la paralysie, prendre patience, laisser se développer les projets, ils sont aussi nos enfants. Devenir soi, en attendant d'être révélé par l'arrivée d'un petit être qui va tout bouleverser. Merci. Merci. C'est une fois qu'il y a un discours d'un psychiatre très clair. Non, le gynéco, on va toujours. Donc on va passer alors le côté médecine alternative, etc., médecine douce. Je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà fait bricoler par des ostéopathes, c'est pas forcément extrêmement doux, de temps en temps on est un peu brillé. Non, c'est vrai, c'est comme l'acupuncture, ça pique. Hein, donc je passe la parole à Delphine Beer, qui est ostéopathe, et qui va se noyer, sauf si tu as une voix qui porte et qui fait tour de l'enfant. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Delphine Beer. Je prends la suite d'Alexandre Bonnet, que vous avez peut-être déjà rencontré, qui est également ostéopathe et qui travaille avec l'association Maya depuis un certain temps. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ostéopathie, c'est une médecine manuelle qui a des manipulations qui peuvent être douces ou pas, ça dépend des gens, mais essentiellement douces, externes, quand on est de l'ostéopathe exclusif, il n'y a pas de manipulation interne pour celles qui se posaient la question. Et en fait, le but, c'est de... Voilà, nous on intervient quand, justement, le professeur Greenberg le disait tout à l'heure, quand l'infertilité est souvent inexpliquée, idiopathique, on n'a pas trouvé de cause organique, pour autant ça ne fonctionne pas. Donc, nous, ce qu'on travaille, c'est la fonction des organes, et que voilà, le corps doit bouger au mieux pour que cette fonction soit efficace. Ça passe par la vascularisation des organes, l'innervation, et si jamais il y a un manque de mobilité quelque part, cette vascularisation, et donc l'apport des nutriments pour que l'organe fonctionne, ou le message nerveux envoyé par le cerveau, ne sera pas efficace. Ça peut être une des raisons de l'infertilité. Voilà. Pour une consultation en ostéopathie et avec un motif de consultation sur l'infertilité, finalement, c'est une consultation classique d'ostéo. Voilà, on garde en tête tout ce contexte d'infertilité. Mais ce qu'on fera, ce sera juste tester le corps de la femme dans son ensemble, voir ce qui bouge, ce qui ne bouge pas, et faire en sorte que tout bouge. Grosso modo, pour faire simple, ce sera ça. Ce qu'on travaillera principalement, ça va être toute la zone pelvienne, c'est-à-dire le bassin osseux, le sacrum, le coccyx, les lombaires, et puis tous les organes qui se trouvent dans ce bassin, qui sont les organes digestifs, l'utérus, les ovaires. Les uns par rapport aux autres, il faut que tout fonctionne ensemble, que les ligaments qui les raccrochent au bassin soient le plus mobiles possible et que du coup la vascularisation et l'innervation se fassent correctement. Voilà. Nous, on réunit toutes les conditions pour qu'un nid se crée et que la fécondation soit possible. Quand est-ce qu'on peut consulter? Donc, je l'ai dit, dans des cas d'infertilité idiopathique, mais également quand on est en protocole de PMA. Donc on verra la femme à différents moments. Le mieux, ce qu'on se dit, c'est de préparer au mieux le corps de la femme, donc en amont de cette PMA, pour que tous les organes soient mobilisés les uns par rapport aux autres, que le bassin fonctionne correctement et que tout se passe au mieux. Et puis, dernière chose, on les accompagne aussi, c'est ce qu'on a pu dire, c'est que c'est un moment de stress, toutes ces procédures sont compliquées à gérer, elles sont génératrices de stress, et l'ostéopathie a un effet sur ça, peut calmer les tensions qui sont générées par le stress, et accompagner le couple dans cette démarche avec d'autres thérapeutes. Voilà. Je pense qu'il y aura quelques questions sur l'ostéopathie interne, comment tu remets les organes et les machins. En tant que gynéco, là, on va pas déraper. Voilà, donc ça
s'allume le micro. Voilà. Alors on revient dans le milieu associatif, puisque Lydia fait partie de l'association et à côté de ça, on ne va pas vous hypnotiser ni vous sophroniser, sinon ça se passe. On pourrait y arriver. On pourrait hypnotiser l'ensemble de la salle. Donc, voilà, je te passe la parole pour le rôle de la sophrologue et comment tu vas nous parler. Merci beaucoup. J'ai déjà abordé le sujet de la sophrologie l'année dernière, donc je ne vais pas vous exposer tout le champ d'application ni de l'hypnose d'ailleurs, parce que beaucoup de gens le connaissent et peuvent vérifier, regarder sur Internet. En tout cas, ce sont des techniques psychocorporelles qui aident pas mal dans ce parcours fort douloureux et surtout lorsqu'on est confronté à la PMA. Ce dont je voulais parler précisément aujourd'hui, c'est du rôle d'un grand absent, enfin en tout cas, c'est ce qui me semble lorsque je suis en consultation, c'est le corps. On parle du corps physique beaucoup en PMA. Tu as parlé aussi des soins corporels. Mais je pense que, ce que je vois en tout cas, c'est que le corps est très malmené, mais il n'est pas assez vu aussi. Enfin, disons qu'il n'est pas toujours ami dans ce parcours-là. Je crois que toutes les femmes qui ont poussé les portes de mon cabinet, voilà, merci, ont dû prononcer un jour ou l'autre cette fameuse phrase: écoutez madame, je ne sais absolument pas ce qui m'arrive, mais mon corps ne m'écoute pas. C'est-à-dire que je crois que ma tête sait que je veux un enfant, mais mon corps ne le sait pas. Comment je fais pour qu'il m'écoute, pour que ça se passe mieux entre nous? Et c'est vrai qu'on a l'impression que ce corps est complètement dissocié, c'est-à-dire qu'on a d'un côté l'esprit intellectuel, de l'autre côté le corps physique. On a l'impression que c'est un ensemble de pièces détachées qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. On a l'impression qu'il y a un problème de commande quelque part entre un décisionnaire qui émet des ordres et l'exécutif qui ne fait rien. C'est vrai que ça provoque énormément de souffrance, ce dysfonctionnement, le défaut du corps. Et il y a énormément de remises en question liées à ces souffrances. J'en ai relevé 3 qui sont récurrentes, que j'entends tous les jours. La première, est-ce que je suis finalement légitime dans tout cela pour être mère? Est-ce que je suis faite pour être mère, puisque le corps ne m'écoute pas, il ne veut rien faire, je veux, j'ai la volonté de faire cet enfant, il ne veut pas. Deuxième questionnement, c'est est-ce qu'il y a suffisamment d'amour entre nous? Est-ce que j'aime suffisamment mon mari? Est-ce que lui m'aime suffisamment pour que cet amour puisse prendre un autre corps, qui est celui de l'enfant? Et la troisième question, c'est celle du désir, connue des psychanalystes, des psychiatres. C'est est-ce que je ne le désire pas, puisque apparemment, puisque s'il ne vient pas, c'est peut-être que je ne le veux pas vraiment, c'est peut-être inconscient quelque part. Ça fait énormément souffrir. C'est vrai qu'en PMA, la femme n'a pas beaucoup de possibilités d'être proche de son corps, de le ressentir de l'intérieur, d'être confrontée quotidiennement à lui, si ce n'est que par, entre guillemets, toutes les agressions, les violences qui sont faites par les piqûres, par les traitements et par les opérations. Et ça va très très loin parce qu'elles sont nombreuses à ne plus vouloir se toucher, ne plus accepter de faire confiance à ce corps. Il y a quelques jours, j'ai reçu quelqu'un, une dame, qui avait simplement besoin de pratiquer de la respiration. Je lui ai donc demandé si elle pouvait mettre ses mains sur l'abdomen, sur le ventre, et elle m'a dit, vous me demandez l'impossible. Vous me demandez l'impossible, madame, parce que moi, ça fait déjà 6 ou 7 tentatives que je fais, ça n'a jamais marché. Mettre mes mains sur mon corps, c'est lui faire confiance. C'est lui faire confiance, ça veut dire tomber de beaucoup trop haut si ça ne marche pas. Donc ça va très très loin avec l'angoisse. Le contact avec le corps provoque bien des angoisses. Et je me suis fait cette réflexion. C'est vrai que pendant ce parcours-là, que j'ai vécu moi-même d'ailleurs, on a quand même pas mal d'étapes qui sont vues et vécues un peu comme au cinéma. Je parle de ça parce qu'en hypnose, on pratique ce qu'on appelle la dissociation, et je me suis fait cette réflexion-là.
la première étape d'un don d'ovocytes ou d'une FIV classique, c'est quoi? C'est la stimulation. Donc il y a des agents extérieurs qui arrivent, les médicaments, les piqûres, tout ça vient de l'extérieur. Ensuite, il y a la ponction. La femme vit cette chose-là de deux façons, soit en anesthésie générale, soit en anesthésie locale. Mais dans les deux cas, elle n'est pas vraiment présente à ce qui se passe, parce que soit elle dort, soit elle sait intellectuellement ce qu'elle est en train de vivre, on lui parle, on lui dit ce qu'on est en train de faire, mais elle ne le vit pas vraiment à l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe? On extrait des parties de son corps, ou des produits de son corps, que sont les ovocytes, et on les met à l'extérieur, on les met dans un laboratoire, dans un bocal, donc on sort une partie de son corps, sans qu'elle le sache, enfin sans qu'elle le vive pleinement, pour concevoir son enfant. Bon, après il y a l'étape du transfert, donc je me suis dit ça, c'est le retour au corps, enfin. Sauf que comment ça se passe aujourd'hui, pour que les femmes se sentent mieux, pour qu'elles ne ressentent pas la douleur, bien, on leur dit gentiment de se mettre à l'aise avec les maris à côté et de regarder l'écran. C'est très très bien, c'est joli, c'est agréable de voir ce qui se passe à l'intérieur de soi, sauf qu'on le regarde comme au cinéma. Et puis la dernière étape, ultime, c'est la période de l'attente. 10 jours, 15 jours, insupportable, douloureux, avec plein de questionnements. Donc, qu'est-ce qui se passe? On demande aux copines sur les forums, comment je fais? J'ai des symptômes, j'ai mal là, j'ai des picotements ici, par là. Eh bien, n'écoute surtout pas ton corps, lui dit-on, parce que tout ça n'est pas fiable. Ce qui est fiable, c'est la prise de sang ou encore une fois l'échographie. Alors je me suis dit, tout ça, c'est tout simplement du cinéma. Ce qui se passe là, c'est que la conception de cet enfant, qui aurait dû avoir lieu à l'intérieur de son corps, a lieu à l'extérieur de celui-ci. Et que cette femme qui, depuis un certain nombre d'années, souvent a dû confier la procréation de son enfant à la médecine, au corps médical, encore une fois, eh bien, elle a dû lui confier son corps tout entier. Et il se produit cette dissociation, justement, ce que je vois en hypnose très souvent, c'est l'esprit intellectuel, c'est-à-dire la volonté, la sacro-sainte volonté qui est liée au projet d'avoir l'enfant, la décision de faire cet enfant qui est inscrit dans les dates, dans les calendriers chez les médecins, etc. Et le désir charnel qui est quelque part dans le corps, dans l'inconscient. Et donc, il y a un petit conflit entre ces deux-là. Et ça pose problème parce que, comment peut-on demander à son corps de procréer? Tu disais, Laurence, tout à l'heure, procréer, c'est-à-dire créer à partir de soi, de lui-même, un autre être, alors qu'on ne peut plus l'habiter soi-même. Pour moi, c'est un véritable conflit, c'est ce que je vois, c'est ce que les personnes vivent aussi souvent en transe hypnotique. Eh bien, je crois qu'en matière de la procréation, le corps aura toujours ses raisons. Et c'est connu aussi des psychanalystes qu'ils renferment depuis notre naissance, depuis même bien avant, depuis notre propre procréation, tous les souvenirs, tout le vécu, toutes les expériences de vie qui sont parfois positives, parfois douloureuses, négatives. Mais quand elles sont négatives, si elles ne sont pas partagées, dites plus tard, si elles ne sont pas digérées, elles peuvent se transformer en des blocages, des croyances négatives, et elles peuvent bloquer cette procréation. Et là, je me dis que même si elle est médicalement assistée, elle peut se trouver en difficulté à cause de cela. Alors, bon, je me suis dit que l'hypnose et la sophrologie, j'allais parler du corps parce que dans ces deux techniques-là, le corps se trouve dans un état différent. Il est en état de conscience modifiée, c'est-à-dire qu'il est libéré de tout contrôle, de toute maîtrise, de cette volonté intellectuelle de faire des choses. Et notamment en hypnose, il est possible, grâce à ce qu'on appelle la régression en âge,
d'atteindre des moments clés de certaines souffrances, d'atteindre certaines expériences négatives qui sont à l'origine des souffrances, parfois de l'infertilité aussi. Et le corps qui est dans une transe, qui se trouve en transe hypnotique, c'est un corps qui est libre, qui prend une place, qui occupe un espace de façon totalement différente qu'au quotidien. Et il fournit énormément d'informations, d'indications à la personne au sujet de ce qu'elle est en train de vivre réellement, au sujet de cet enfant qui ne vient pas. Il est en train de lui donner des indications au sujet de son désir, au sujet de son projet, bien sûr. Il lui permet de faire la différence entre les deux. Et elle peut apprendre aussi quel est son rapport à tout ce qui est en train de se faire autour d'elle, à tout ce pourquoi elle se bat. Et elle peut se rendre compte, prendre conscience du rapport qu'elle a aussi à ce corps qui est l'agent principal de cette aventure, la façon dont elle le voit, c'est pourquoi il est fait pour elle. Et il s'avère très souvent que le rapport qu'elle a à son corps est aussi le rapport qu'elle a à la procréation, est aussi le rapport qu'elle a à la maternité tout court. Et je voudrais juste ajouter que, notamment en hypnose, l'hypnose a une double fonction par rapport à cette histoire du corps. La première, c'est qu'elle permet de lui redonner une fonction multidimensionnelle dans l'histoire de la procréation, comme dans la vie d'ailleurs. C'est que ce corps n'est pas seulement l'outil de la procréation médicalement assistée qui doit répondre justement à la demande, c'est qu'il est l'outil, certes, l'instrument de l'expérience humaine, tout court, où la vie commence, la vie se déroule et la vie se termine. Et par rapport à la fertilité, l'hypnose est intéressante parce qu'elle permet de voir que celle-ci ne se limite pas à la présence des organes, ne se limite pas forcément à la présence des organes bien constitués, fonctionnels, l'utérus, les ovaires, etc., mais qu'elle le dépasse largement et que probablement elle se situe aussi à un autre niveau. Merci. Merci, on a donc appris plein de choses, en tout cas moi, un certain nombre sur l'hypnose et la procréation. On passe dans quelque chose qui est un petit peu différent, parce que l'hypnose, ça pique pas. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'effectivement l'acupuncture piquait, mais ça dépend normalement les aiguilles. Je passe la parole à Stéphanie Nicolaïan, qui vient d'Apitié et qui va nous donner quelques lignes pour une petite dizaine de minutes sur l'acupuncture dans le cadre de l'infertilité. Merci. J'avais préparé un petit topo, on va essayer de l'afficher. Donc, je vais commencer. Donc, effectivement, merci aux organisateurs d'avoir permis de présenter l'acupuncture dans le cadre de la prise en charge de l'infertilité. Donc, moi, je suis sage-femme acupunctrice. Donc, j'exerce à mi-temps à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, où j'ai une consultation d'acupuncture dédiée aux femmes enceintes suivies à la maternité. Et en parallèle, je travaille sur des projets d'évaluation, de recherche pour la grossesse autour de douleurs lombaires italiennes, insomnie, et aussi notamment une étude pilote sur la prise en charge de la douleur liée à l'endométriose. Et l'autre partie du temps, j'ai une consultation au cabinet libéral d'acupuncture pour des problèmes liés autour de la gynécologie et de l'obstétrique, et notamment une grande part autour de la fertilité du couple. Donc je vais vous parler, je vais essayer de faire bref pour expliquer un petit peu les principes généraux, qu'est-ce que l'acupuncture. Donc l'acupuncture, c'est une des techniques issues de la médecine traditionnelle chinoise. Donc le principe, c'est d'insérer une fine aiguille d'acupuncture au niveau, sur certains points choisis du corps. Ces points sont situés sur des méridiens d'énergie, donc on a plusieurs méridiens d'énergie. Ces méridiens d'énergie, ce sont des canaux, des routes d'énergie qui transportent l'énergie de l'extérieur à l'intérieur du corps jusqu'à
un organe à traiter. Donc, le principe de l'acupuncture, c'est l'énergie. C'est-à-dire que chaque chose contient une énergie, ce qu'on appelle le chi, QI, qui se prononce chi. Donc, l'idée, c'est que le corps humain, on prend la personne dans sa globalité, que ce soit le corps humain en tant que matière, l'esprit aussi, l'émotion, l'esprit, le corps humain dans l'environnement, l'alimentation, la qualité de vie, l'activité sportive, par exemple, qu'est-ce qu'on mange, est-ce qu'on fume, l'émotion, etc. Donc, l'acupuncture, c'est une médecine complémentaire et préventive. Donc, en général, ce qu'il faut, c'est prévenir. Donc, prévenir quoi? Le déséquilibre de l'énergie. Pour être en bonne santé, on doit être en équilibre énergétique. C'est-à-dire, c'est le principe du taoïsme, pour ceux qui connaissent, on a deux énergies, le yin et le yang, représentés par le symbole très connu du tai chi. Le yin et le yang doivent être en équilibre. Si un est plus fort que l'autre, pour faire simple, on va avoir un déséquilibre et ça va entraîner un problème, un trouble, une pathologie. Ce yin et le yang, c'est le chi en fait, c'est la même chose. L'énergie et le sang sont deux principes fondamentaux, l'énergie pousse le sang. Donc le but, c'est de traiter, soit on a trop d'énergie, soit on a envie d'énergie, on n'en a pas assez, soit l'énergie stagne, le sang stagne. Donc comment va se dérouler une séance? Très simplement, on va faire un premier interrogatoire pour connaître la qualité du sommeil, la digestion, le cycle menstruel, les émotions, l'environnement de vie, etc. On va examiner le pouls, donc le pouls chinois, c'est-à-dire qu'il y a 3 niveaux de pouls de chaque côté des mains qui vont nous renseigner sur les énergies des organes. Dans le pouls se reflète l'état des énergies de chaque organe du corps. Chaque organe du corps a une fonction précise sur l'énergie. Et ensuite, on va regarder la langue. Sur la langue sont représentés les organes du corps. Par exemple, le côté de la langue, ça va être le foie, la vésicule biliaire, le centre, ça va être l'estomac, etc. Et après ça, après avoir vu toute cette globalité, on va faire un diagnostic en médecine chinoise. On va vous dire, donc, globalement, le gros diagnostic en médecine chinoise dans la fertilité, c'est qu'on a une stagnation d'énergie, ça reste bloqué, ça ne circule plus, le sang est bloqué, l'énergie est bloquée au niveau du pelvis, par exemple, ou il n'y a pas assez d'énergie, il y a une vide d'énergie du rein. Le rein en médecine chinoise, le rein, il contient l'énergie vitale, c'est l'énergie que l'on acquiert des parents, que l'on acquiert à la naissance, et que l'on doit préserver tout au long de la vie. Plus on a une mauvaise qualité de vie, plus on puise son énergie du rein, et l'énergie du rein est fondamentale dans la fertilité. Donc on va beaucoup travailler sur ça. Donc après avoir fait ce diagnostic, on va poser les aiguilles à différentes parties du corps en fonction du diagnostic. Donc c'est pas parce que vous avez un problème de fertilité qu'on va piquer un seul point. Ça va être en fonction de la personne dans sa globalité, en selon le diagnostic. On va laisser les aiguilles en moyenne 15 à 30 minutes selon le traitement à réaliser, s'il faut tonifier l'énergie parce qu'il y a un vide ou s'il faut faire circuler l'énergie. En moyenne, c'est 10 à 12 aiguilles qui sont posées. C'est des aiguilles stériles à usage unique. Alors, est-ce que c'est douloureux? Justement, ce n'est pas très douloureux. On peut avoir une sensation de picotement quand même au passage de l'aiguille. Plus on est avec les extrémités, plus ça peut être douloureux. Donc, j'ai fait une étude notamment, j'ai demandé aux patients, est-ce que vous avez eu mal au moment de l'acupuncture? Entre 0 et 10, 0 pas de douleur, 10 c'est la pire des douleurs. Où est-ce que vous situez votre douleur? Donc en moyenne c'est 2. Donc c'est pas très douloureux. En dessous de 3, on ne considère pas avoir eu vraiment très mal. Les effets secondaires, donc, on peut avoir au moment de la séance une sensation d'engourdissement dans les membres, de trajet, de décharge électrique ou qui passe tout de suite après la séance. Ou de légère échymose et une sensation de fatigue, parce qu'on a une grosse décharge d'endorphine après les séances, donc on peut se sentir vraiment une sorte de lassitude pendant 24 heures après les séances. Donc, concernant la fertilité féminine, sur quoi on va agir pour l'acupuncture? Donc, de façon globale, on va améliorer l'état général. On va augmenter l'énergie. On va agir sur la diminution du stress. Il y a pas mal d'études qui ont dosé un petit peu les facteurs hormonaux et ils montrent qu'il y a une libération de bêta-endorphine
qui va entraîner une détente, donc diminution du stress, sommeil plus profond, pareil, ça augmente la mélatonine nocturne, l'hormone du sommeil la nuit, hein, lorsqu'on lit les études, donc ça va permettre d'améliorer le sommeil. On va aussi permettre d'aider à tout ce qui est addiction, donc tabac, cannabis, alcool, toujours un petit peu autour des mêmes phénomènes, on va amener une détente et un apaisement de l'esprit. Voilà, donc ça peut vraiment aider pour l'arrêt du tabac par exemple. Ensuite, concernant le cycle menstruel, donc s'il y a un cycle irrégulier, par exemple on a en aménorrhée, c'est-à-dire qu'on n'a pas de règles, on a des règles très espacées ou alors un cycle très court, donc un cycle spontané, naturel, on va pouvoir améliorer, régulariser le cycle. Donc ça, c'est évidemment, c'est d'un point de vue théorique, donc j'ai un petit peu recherché est-ce qu'il y a des études scientifiques, est-ce que c'est prouvé scientifiquement. Quand on lit des études, il pourrait y avoir quelques effets sur les neurotransmetteurs qui pourraient expliquer une action sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, ovarien, qui pourrait peut-être, ça qui pourrait améliorer la régulation du cycle. Concernant le cycle, les douleurs, on peut amener les douleurs pelviennes, hein, surtout, je parle des douleurs pelviennes, on peut diminuer les douleurs, voire disparaître les douleurs. Donc c'est le monde prémenstruel, c'est-à-dire la douleur pendant les règles, ou, par exemple on peut avoir des migraines aussi, des douleurs au niveau de la poitrine, ça peut améliorer aussi, et les douleurs liées à l'endométriose. Donc pour l'endométriose, on n'en a pas parlé en début des interventions. Donc on ne va pas traiter la maladie de l'endométriose, hein, c'est une médecine complémentaire, on ne va pas traiter l'endométriose, mais on va permettre d'éviter déjà de trop développer l'endométriose. Alors, plus on est à un stade avancé, moins on va être efficace, évidemment. Mais en fait, l'endométriose en médecine chinoise, c'est la stase de sang. Les vésicules, ça stagne, hein, c'est la stagnation. L'énergie, le sang, rien n'est poussé, tout stagne à l'intérieur. Donc, pour X raisons, voilà, en médecine chinoise, par exemple, on dit si on est un peu trop dans le contrôle, l'esprit va entraîner une stagnation d'énergie. Donc, on va essayer de faire pousser cette énergie donc pour limiter le développement. Et on va surtout avoir une grosse action sur la diminution de la douleur. Toujours parce que, bon, a priori, en acupuncture, on saturait un petit peu les récepteurs de la douleur. Alors, concernant l'action sur l'utérus en lui-même, donc on va favoriser l'implantation de l'ovule au niveau de l'utérus parce qu'on va permettre d'améliorer la qualité, le flux de sang au niveau de l'utérus, donc augmenter l'endomètre. Alors, concernant la fertilité masculine, donc pareil pour la femme, on va améliorer l'état général, le tabac, le stress, le sommeil, etc. Et donc, lorsqu'on lit différentes études, on va... Donc, sur un spermogramme de mauvaise qualité, par exemple oligospermie, en 2000, il y a une étude qui a été faite où il montre qu'il y a une amélioration de la forme et du nombre de spermatozoïdes lorsqu'on fait de l'acupuncture. Plus le spermogramme est mauvais, moins on est efficace. Donc, évidemment. Lorsqu'on regarde en 2005, ils font 2 séances d'acupuncture par semaine pendant 5 semaines. Donc, souvent, c'est des études qui sont réalisées en Chine. Et en Chine, ils font un nombre de séances assez important. Ça peut être 3 séances par semaine, pendant un mois, par exemple. Donc là, ils utilisent 2 séances par semaine. C'est leur médecine traditionnelle, c'est leur première médecine, donc ils font beaucoup de séances. Et ils montrent donc sur 5 semaines, ils augmentent la motilité du spermatozoïde en améliorant la forme et l'axonème du spermatozoïde, de moitié en moyenne. Donc, voilà, donc sur une série de séances, on pourra améliorer la mobilité et la qualité du spermatozoïde. Diapo suivante. Alors, concrètement, c'est difficile de dire, voilà, il faut faire tant de séances pour être efficace. Comme j'essaie de vous expliquer, c'est vraiment
au cas par cas, c'est la personne est unique, on prend la personne vraiment dans sa globalité, mais pour vous donner une idée, au premier rendez-vous, donc on établit un diagnostic. Ce que je préconise, c'est de faire au moins les premiers rendez-vous suivant 3 séances espacées d'une semaine, donc sur 3 semaines, puis des séances d'entretien 2 fois par mois. Donc ça, c'est si on vient me voir, si on a tout de suite un problème. Si c'est du préventif, ça peut être différent. On peut faire par exemple 1 fois par trimestre, si on est on veut maintenir son équilibre énergétique. Sur un cycle spontané, on va essayer c'est-à-dire sans traitement, on va essayer de traiter plutôt avant l'ovulation, par exemple. Pendant les traitements de stimulation, donc c'est toujours pareil pendant la phase de stimulation, avant l'ovulation si possible, et lorsqu'on fait des inséminations extra-utérines ou fécondation in vitro. Donc là, on a beaucoup d'études qui ont été publiées, parce que c'est assez simple à faire, d'évaluer des séances d'acupuncture faites autour de la fécondation in vitro. Donc il y a pas mal d'études qui montrent qu'une séance après, une séance avant, une séance après la fécondation, le transfert d'embryon ou pendant le transfert d'embryon, en moyenne ça va augmenter de 20% selon les études le taux de naissance, le taux de grossesse menée à terme. Donc voilà, si possible, faire des séances autour du transfert d'embryon si on est dans ce schéma-là. Pour l'endométriose, syndrome des ovaires polykystiques, trouble du cycle, voilà, pareil, on va essayer de rééquilibrer, d'enlever l'excès, par exemple, énergétique. Donc pareil, pour rééquilibrer le cycle, je dirais sur 3 mois, sur 3 cycles à peu près. Voilà. Et chez l'homme, voilà, avant le recueil de sperme, évidemment, 1 mois avant, par exemple, tout dépend un petit peu, 1 à 3 mois avant le recueil. Merci. Je crois que notre topo est fini. Merci beaucoup. Merci. C'était effectivement très intéressant. Je crois qu'on n'utilise pas assez toutes ces techniques. Comme je disais, j'aime pas le mot alternatif, on est juste complémentaire, etc. Bien, ouais, c'est ça. On fait coucou au petit. Donc, je rappelle que le petit qui est là-bas n'est rien d'autre que le petit-fils de la dame qui va parler maintenant. Donc, c'est le plus jeune spectateur. Il est venu écouter mamie, il a applaudi mamie, et voilà. Il était là. Ah, c'est ça, non, je sais bien ça. Il est né ici et je peux rien dire. Donc je passe avec plaisir la parole à Joël Desgardins qui. Desgardins, ouais, je sais. Donc voilà, donc tu vas nous parler du conscient et de l'inconscient dans la fertilité et la voie après l'hypnose. Vous aurez tout de suite et facilement repéré la place qui est donnée à la psychanalyse et à l'inconscient dans cette problématique de l'infertilité, la dernière. C'est tout à fait justifié parce qu'au fond, la psychanalyse n'a que de très mauvaises nouvelles à vous annoncer. La première très mauvaise nouvelle, c'est qu'elle ne constitue en aucun cas un outil magique susceptible de réparer et d'accomplir ce désir d'enfant qui n'aboutit pas. La deuxième mauvaise nouvelle est que vous tous, nous tous, êtres humains, nous sommes dotés d'une instance psychique bien embarrassante qui s'appelle l'inconscient et dont je vais vous expliquer de quoi elle est constituée. Cet inconscient est constitué d'abord, depuis notre vie intra-utérine et jusqu'à notre dernier souffle, des modalités pulsionnelles qui se tricotent ensemble, les pulsions de vie vers le désir, vers l'autre, vers l'accomplissement de soi, vers la relation, et les pulsions de mort destructrices contre l'autre, contre soi-même, les pulsions agressives, les pulsions jalouses. Voilà cette première organisation structurelle de l'inconscient. La deuxième chose dont est fait l'inconscient, c'est de l'enregistrement psychique, balayé et mis de côté de toutes nos expériences vécues depuis notre vie intra-utérine entre un père donné, une mère donnée,
dans une fratrie donnée, dans l'intégration d'un sexe donné. Voilà que cet enregistrement est à la fois exécuté et oublié, refoulé, dit-on. Et puis, chose étrange, mais qui a une valeur très particulière dans la question de l'infécondité, cet inconscient est aussi constitué de ce dont nous héritons à notre insu par la transmission de notre père et de notre mère, des casseroles, généralement, passées sous silence des générations précédentes. Ceci est particulièrement important parce que l'infécondité suppose un arrêt de la transmission et que cet arrêt de la transmission se fait parfois autour de l'arrêt de transmettre des traumatismes vécus et passés sous silence et pourtant hérités. L'inconscient est une mauvaise nouvelle parce que nous avons à composer avec cette instance psychique notre vie durant. Et quand, dans le chaudron de l'inconscient, ça mijote un peu de travers, c'est plein de carences, c'est plein de souffrances, c'est plein de choses douloureuses vécues dans notre petite enfance, eh bien cet inconscient fabrique toutes sortes de symptômes dont on ne comprend pas toujours le lien avec notre vie passée et qui pourtant ont à voir avec ce que nous avons vécu de carencé ou de douloureux dans notre histoire d'enfant, de petits garçons et de petites filles. Après, sur la question de la fécondité, Lydia a parlé du corps, et c'était très, très intéressant, du corps féminin, mais autre mauvaise nouvelle, l'infécondité, le docteur Grimbert a parlé aussi des infécondités inexpliquées. La psychanalyse s'intéresse d'une part aux infécondités inexpliquées parce que si elles ne sont pas expliquées du point de vue médical, elles peuvent s'expliquer ou se comprendre du point de vue psychique dans cette dynamique de l'inconscient dont je viens de vous parler. Et il s'agit aussi de prendre en compte les infertilités expliquées du point de vue médical, dans la mesure où la psychanalyse soutient cette hypothèse, qui est un peu gonflée dans un espace médical, que rien ou pas grand-chose de ce qui n'arrive au corps n'est étranger au psychisme et n'a pas un rapport quelconque avec cet inconscient. C'est-à-dire que, du point de vue de la psychanalyse, l'endométriose, l'épéclotage d'ovulation, les taux d'hormones qui ne sont pas beaux, les spermogrammes qui sont plus ou moins bons, tout ça, ça a à voir aussi avec l'inconscient, parce que l'inconscient, à notre insu, est le chef d'orchestre de nos vies, de nos histoires et de notre fécondité. Après, la fécondité, qu'on va toujours ou très souvent, alors ça c'est une bonne nouvelle pour les femmes, la fécondité qu'on prend toujours en compte du côté féminin, du point de vue psychique, elle existe et elle se fabrique à la croisée de deux histoires, avec une égalité parfaite de responsabilité du point de vue entre les deux partenaires du couple, entre l'homme et la femme. Parce que, pas de chance encore pour nous, l'infécondité, le choix amoureux est aussi pris dans cette dynamique de l'inconscient. Et le choix de notre partenaire est aussi le fruit de notre dynamique inconsciente. Et quand une femme, pour un certain nombre de raisons, de carences ou de souffrances, se trouve en difficulté de devenir mère, parce qu'on oublie toujours qu'être enceinte et avoir un bébé, c'est d'abord devenir mère et devenir père, et que du point de vue psychique, devenir mère et devenir père, ce n'est pas la rondeur bienveillante et le boulevard rose qui est présenté. C'est un remaniement psychique difficile parfois, extrêmement important, qui refait venir avec violence à la surface le bébé qu'on a été, le père qu'on a eu, la mère qu'on a eue, la place qu'on a occupée dans notre fratrie, la façon dont nos parents ont accepté le sexe qu'on a. Et tout ça peut être très compliqué, chargé de douleur, et l'infécondité vient alors empêcher, protéger d'une souffrance qui serait trop difficile à supporter. Alors, quand une femme peut se trouver en difficulté pour un certain nombre de carences ou de douleurs de devenir mère, elle rencontre comme par hasard un homme qui, pour d'autres raisons et par d'autres chemins, peut se trouver en difficulté de devenir père.
Et la fécondité se fabrique non pas chez cet homme-là, non pas chez cette femme-là, mais au cœur du couple, dans la dynamique même du couple, à la croisée des deux histoires. Et moi, je n'accepte plus de recevoir une femme seule qui souffre d'infécondité sans lui demander à la séance suivante de m'amener son compagnon, conjoint, mari, etc., par la peau du dos, pour qu'on prenne conscience ensemble de la part qui lui revient dans l'infécondité du couple. Ensuite, le travail que je mène depuis 25 ans autour de couples qui souffrent d'infécondité m'a amené à comprendre comment des petits-fils et des petites-filles payaient par l'infécondité le prix de traumatismes vécus dans les générations précédentes, souvent par leur grand-père et leur grand-mère, mais peut-être parfois par des traumatismes vécus encore dans les générations antérieures. Des traumatismes souvent liés à la sexualité, des viols, des avortements. On rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, l'avortement était encore passible de prison. Des enfants adultérins, des histoires incestueuses, des bâtards, des trous dans la filiation, des trous dans la généalogie. Tout ça étant transmis, mais passé sous silence, mais pourtant transmis. Et parfois, l'infécondité est le prix que payent des petits-enfants à ces traumatismes vécus dans les générations précédentes et passés sous silence. Alors, je pourrais parler de développer beaucoup de choses comme ça. Ce qui, à l'étage de l'enregistrement dans l'inconscient, peut verrouiller la fécondité, c'est des ingrédients dont je vous ai déjà parlé, les carences de la mère qu'on a eue ou du père qu'on a eu, la souffrance de n'avoir pas été accueilli dans le sexe que les parents attendaient, la difficulté d'avoir trouvé ou non sa place dans une fratrie où on était plus ou moins accueilli et désiré. La problématique de l'inconscient fait que personne ne remet en cause le désir conscient d'enfant que tout un chacun amène avec le désir de réaliser ce projet conscient et ce désir conscient d'enfant. Sauf que, là encore, quand le désir d'enfant se heurte à quelque chose qui vient le verrouiller dans l'inconscient, eh bien, ça c'est aussi une mauvaise nouvelle. Quand il y a une conflictualité psychique entre le conscient et l'inconscient, malheureusement pour nous, c'est l'inconscient qui gagne. Et l'inconscient vient suspendre la fécondité, alors même que, comme le disait le docteur Grimbert, tous les paramètres sont parfaits, tout est génial, et que même dans cette hypothèse-là, les procréations médicalement assistées sont d'un recours ténu, puisqu'elles aboutissent chez le genre humain à une réussite, allez, toutes les équipes traficotent un peu leurs chiffres, autour de 25 à 30%, alors même que les mêmes techniques appliquées au règne animal, chez les mammifères, donnent 98% de réussite. Je suis désolée, on n'a pas la chance d'être des vaches, parce que chez elles, ça marche très bien, alors que chez nous, les techniques de procréation médicalement assistée, sans compter l'énorme coût qu'elles représentent au niveau psychique, l'énorme gâchis qu'elles représentent au niveau de la sexualité des couples, l'énorme intrusion qu'elles représentent pour le corps des femmes et pour la vie des couples, eh bien, ces techniques aboutissent. Quelle technique médicale, au bout de 40 ans d'amélioration extraordinaire, et je ne remets pas en cause la compétence médicale, quelle technique médicale peut encore se targuer de 75% d'échecs? Et donc, la différence, c'est bien l'inconscient. Alors, la bonne nouvelle de l'histoire autour de la question de la psychanalyse, c'est que la psychanalyse suppose, promet, propose que la parole dans la vie psychique de nous autres êtres humains, la parole est un levain qui vient comme le levain d'une pâte à pain. Quand vous avez une vie psychique comme une pâte à pain inerte, tassée, bloquée, fermée, verrouillée, eh bien la parole va agir comme un levain, c'est-à-dire créer une autre texture, une aération, une autre consistance, un gonflement, un changement de consistance qui peut permettre ou non l'aboutissement du projet d'enfant désiré. Mais moi, ce que je dis en général, alors,
Il ne s'agit pas de la psychanalyse au sens classique et orthodoxe, c'est-à-dire que je n'invite pas mes patients à s'allonger 3 fois par semaine pour 10 ans sur un divan, ce que je fais par ailleurs dans d'autres problématiques, parce que je suis psychanalyste et passionnée par la psychanalyse. Dans la problématique de l'infécondité, ce que je propose aux couples, c'est de passer avec un énorme projecteur sur l'histoire de chacun, sur l'héritage éventuel des générations précédentes, de mettre des mots sur ce qui a été vécu et sur les endroits où a pu se verrouiller la possibilité de devenir père et de devenir mère. Quand j'engage les couples dans un travail comme ça, je ne promets jamais que ce travail va aboutir à une grossesse. Mais je promets toujours à mes patients que l'engagement dans ce travail changera la connaissance d'eux-mêmes et leur destinée et la façon de mener leur vie pour le restant de vos jours, pour le restant de leurs jours. Et donc, l'espace, l'ouverture à un espace de parole est un engagement qui provoque beaucoup de résistance. Je suis toujours très étonnée de la façon dont les couples résistent et s'arc-boutent contre la possibilité de s'ouvrir à cet espace et à cette dynamique de l'inconscient, alors même que les femmes sont prêtes à exposer, à offrir leur corps à la médecine pour qu'il soit réparé, curé, soigné, amputé, débouché, etc. Et j'ai, moi, la conviction que parfois, un très grand nombre des échecs de PMA est lié au fait que si on ne s'occupe pas de la dynamique inconsciente sous-jacente, si on ne la prend pas en compte, eh bien on peut déposer comme une plume d'oiseau dans l'utérus un embryon parfaitement formé dans un utérus absolument prêt à le recevoir, et ça ne marche pas. Voilà. Merci beaucoup Joël. 25%, on n'a pas 75% d'échecs dans la procréation normale, dans les mains normales que nous sommes quand même le plus souvent. C'est pas fréquent à tous les cycles. Hein. Et voilà. Ensuite, la reproduction et la PMA, effectivement, qui a été inventée par l'INRA et autres, puisque ça a des fins plutôt commerciales. On ne peut pas se demander si le mot qu'on a cloné, il finit dans l'assiette, mais il ne finit pas ailleurs. Les enfants, ils finissent pas là-dedans. Donc on a quand même 25% de succès, on n'a pas 75% d'échecs. Non, c'est juste parce que. Non, c'est pas exactement pareil. Donc voilà, après. Non, merci pour le verrou de l'inconscient. On a du temps pour pas très longtemps, pour 5-10 minutes, pour quelques questions. Donc là aussi, il va falloir gérer les frustrations. Mais après, si vous avez des frustrations à gérer, vous pouvez vous faire soigner sans hypnose, sans psychanalyse. Donc ça, on va gérer ça. Soit les deux mélangés. Soit vous avez très faim et vous faites. J'ai faim, je veux partir. Je veux bien vous aider comme ça pendant 2 heures, je suis extrêmement bavard, mais peut-être laisser la place à des questions, non Olivia, il y a des questions, la question qui brûle, qui tue, non plus. On va demander au petit s'il a une question, savoir s'il verrouille son inconscient en écoutant mamie utiliser des trucs, c'est bien. Donc voilà, va voir ta grand-mère, tu vois, ça. Ah ouais, est-ce que quelqu'un. Ouais, vas-y, je peux monter là. On s'est posé une partie au début, on avait parlé de tests, il me semble, pour tester en fait la augmentation dans l'utérus. Je voulais savoir en fait de quels tests on parlait, quels examens, pour justement arriver à évaluer si l'utérus était bon à recevoir le corps. Alors, je pense, on en parlera cet après-midi, mais c'est des tests qui aujourd'hui ont complètement lieu d'être parce qu'on a des vrais soucis par rapport à cette boîte noire en fait qui est la partie de l'implantation. C'est des tests qui sont basés sur des tests génétiques avec des expressions de gènes. On a mis en évidence que des gènes, quand on faisait de la stimulation ovarienne, on replaçait des embryons dans un environnement après une stimulation, juste après. Il y avait des gènes qui étaient modifiés dans leur régulation, dans leur expression, juste au niveau de la muqueuse de l'utérus. Et en fonction de ça, des gènes qui sont soit
up régulé, soit down régulé, on a été capable de mettre en place des tests qui essayaient de définir des profils idéaux pour des implantations, que ce soit après de la stimulation ovarienne ou après des transferts d'embryons congelés. Et on a aussi d'autres types de tests qui se basent plus sur des marqueurs, parce que vous savez que l'implantation est un phénomène, vous ne savez pas d'ailleurs, est un phénomène partiellement inflammatoire, et on a des expressions hautement régulées d'un point de vue immunologique, et on a des expressions de différents marqueurs de cette inflammation, ou marqueurs immunologiques qui vont être associés à des profils de mauvaises implanteuses ou de meilleures implanteuses. Donc on a en gros deux types de tests qui sont basés soit sur des analyses géniques et des expressions géniques qui définissent des profils favorisant l'implantation, ou essayant de trouver des parades pour améliorer et les faire rentrer dans des profils d'expression génique qui deviennent optimum d'un point de vue implantatoire, et pareil avec des marqueurs de l'inflammation ou des marqueurs immunologiques. Aujourd'hui, ces tests-là ne sont pas complètement validés. Il y a un gros commerce qui est fait là-dessus. C'est développé par des boîtes françaises, par des boîtes espagnoles, par des boîtes d'un peu partout, avec certes un service rendu, mais qui est un service rendu qui est aujourd'hui pas clairement identifié. Donc il n'y a pas de... Ça vient apporter quelque chose là où on ne connaît rien, donc c'est un plus indéniable. Maintenant, faire tout reposer sur ces tests d'implantation, c'est sans doute un peu prématuré. Mais il y aura encore des avancées qui vont se faire qui feront que, à n'en pas douter, ces tests auront complètement leur place en routine quasiment, j'aurais tendance à dire, dans la prise en charge de nos patients.